Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes avec nous depuis Mandia INSEE, mais vous le savez, le mercredi, on consacre notre émission aux enfants. Et donc, on va continuer de parler d'enfants, de BD, avec ma partenaire du jour, qui est Olympe, bien sûr, le mercredi. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Comment va? Ça va. Quand j'entends Gainsbourg, ça va toujours. Comic strip. Shibam, pow, blop, whiz. Voilà. On va parler BD avec un chiffre, le chiffre du jour. Voilà. 1964. C'est-à-dire? La naissance du 9e art, donc la bande dessinée. Le 9e art. Le 9e art. En 1964. Étonnamment, quand même, il arrive en deuxième place après le cinéma, alors que, à la base, ça a été créé quand même avant le cinéma. Ça a été créé quand? Les premiers comics en 1890. 1890, c'était dans un journal américain, je crois. À New York, donc tout ce qui était New York Times et compagnie, voilà, utiliser les comic strips, exactement. On va se poser une question aujourd'hui dans INSEE, mais on va savoir si la BD est un livre comme les autres ou pas. Tout à fait. Alors, moi, je vais juste quand même dire que la BD a bercé notre enfance, elle a bercé notre adolescence, on s'y réfugie encore parfois en tant qu'adulte. Alors pourquoi la BD fait si peur aux parents? Tout simplement, la BD, est-ce un livre? Est-ce un vrai vecteur de connaissances? Ou tout simplement une récréation? Voilà. Vous êtes allé demander la question, déjà vous êtes allé poser la question à quelques experts, quelques libraires. Oui, des professionnels. Ils nous donnent un début de réponse et puis après nous aurons nos invités bien sûr qui vont tout vous expliquer. Mais d'abord, les experts. C'est d'abord un univers, c'est un espace qui est différent du livre en lui-même, parce que déjà on a des images. Comme dans les romans, on trouve des policiers, on trouve des romans d'histoire. La seule petite différence, c'est qu'il y a le côté graphique qu'on ne trouve pas dans un livre, bien sûr, qui ne fait pas l'imaginaire. Alors que là, un auteur vous impose sa vision du personnage ou du héros. La BD est un support qui est en train d'exploser, comme le manga. Il est de plus en plus présent en librairie et il est demandé par toutes les générations. Que ce soit la BD historique, que ce soit la BD fantastique et la BD en art illustration ou label indépendant. On commence par lire la BD lorsqu'on est enfant, pour arriver après à l'âge adulte vers le roman. Voilà, donc on peut dire que la BD est un livre comme les autres. Madame Bovary et Le Horla en BD, je demande à voir quand même, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui remplace l'œuvre de Maupassant et de Flaubert quand même. Hein. Le but n'est peut-être pas de remplacer, mais pour des gens qui ne seraient pas attirés par Madame Bovary dès le départ, en lisant Gemma Bovary, peut-être pourraient se dire, tiens, si j'allais voir l'original, comme un film en fin de compte. Bon, mais de toute façon, nous n'avons pas de professeur de français à disposition sur le plateau. Par contre, nous avons un professeur d'histoire. Donc nous allons voir justement si, en matière d'histoire, la BD peut remplacer le livre. Et pour ce faire, j'accueille mon premier invité qui arrive, je vais chercher même. Philippe, comment va? Ça va et toi? Les swings et les supercuts, tenez, prenez place. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors Philippe, on va se poser une question avec vous, entre autres, c'est savoir justement si la BD peut remplacer le livre en histoire. Et vous êtes arrivé vous-même, là, vous venez d'arriver avec un manuel d'histoire et on voit que, à la page, là, que vous m'avez marqué, on voit qu'on parle déjà de BD dans les manuels d'histoire. On peut l'utiliser, effectivement. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la bande dessinée dans des cours d'histoire ou comme support pour enseigner l'histoire. Alors, soit de l'utiliser comme une illustration, c'est-à-dire une accroche, puisque les enfants seront plus sensibles à une planche de bande dessinée qui est plus dans leur univers graphique, soit utiliser, c'était un peu ce que veut faire cette séquence dans ce livre de terminale, qui est d'utiliser la BD comme un document historique, puisque la BD, on l'a dit, est déjà quelque chose d'assez ancien. Donc là, par exemple, c'est un livre qui utilise des comics américains du temps de la guerre froide, pour montrer quelle était la vision des Américains, où on voit Captain America qui combat des méchants communistes. Et, complètement, oui, pour montrer un peu et analyser quelle était la mentalité des Américains pendant la guerre froide. Alors, il y a d'autres possibilités de le faire. Donc effectivement, dans les cours d'histoire, c'est pas forcément très fréquent, mais on peut utiliser la bande dessinée. Vous-même, vous utilisez la bande dessinée ou pas?
Est-ce que vous... Alors, ça dépend en fait des niveaux. Sur le lycée, c'est un bon là, on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un terminal, c'est un manuel de terminal. Ça, c'est un livre de terminal. Mais encore une fois, vous l'utilisez pas là. Ça sert comme illustration, comme vous disiez. Ben ça sert comme si on analysait un document historique. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je vois que tu as amené, il me semble, Tintin au Congo. Ah, Tintin au Congo, oui, je l'ai. J'ai Tintin au Congo. Alors, oui. Tintin au Congo, c'est un peu la même affaire. C'est un livre qui date des années 30. Et donc, qu'on peut utiliser comme un document historique, le présenter aux élèves, alors pas tout évidemment, une ou deux planches, pour montrer quelle était la mentalité des Européens par rapport à leurs colonies dans les années 30. C'est un livre qu'on a souvent accusé un peu de... Je peux sortir de table, j'ai un truc en cachette que j'ai si trouvé. Vous voulez, si Merci. vous voulez, ouais. Mais Tintin au Congo, effectivement, ça c'est montré qu'à l'époque on était colonialiste. On était colonialiste, et on l'assumait complètement. Donc on peut prendre quelques planches en disant voilà, les jeunes enfants qui avaient le même âge que vous dans les années 30, on leur montrait des bandes dessinées comme ça, ils trouvaient ça... Mais ça c'est en illustration, d'accord. Mais moi j'ai amené des bouquins qui ont bercé mon enfance, justement. C'est l'histoire de France, là, en bande dessinée. C'est Larousse qui faisait ça. On se souvient même qu'il y avait des programmes télé. Est-ce que ça vous dites, bon allez les gars, j'ai pas envie de vous faire court aujourd'hui, lisez-moi l'histoire de France en bande dessinée. C'était en 8 tomes d'ailleurs. Hein. C'est bon, j'ai plus rien à dire moi. Non, ça on fait jamais ça. Non. Pourquoi? Non, parce que en fait on peut pas utiliser la bande dessinée. Alors ça, cette grande collection de l'histoire de France en bande dessinée par Larousse, ça a été un moment important parce qu'on va dire que c'est un peu le moment où la bande dessinée s'est réconciliée avec l'éducation nationale, parce que jusqu'ici, comme on disait, jusqu'aux années 60, c'est un peu un art mineur. Et là, vraiment, c'est une collection sérieuse. Alors c'est l'histoire de France telle qu'on l'apprenait à l'époque, illustrée par de très bons illustrateurs, d'excellents dessinateurs habituellement. Il y a même, je vous coupe, mais il y a même Manara Manara, tous les hommes qui regardent la télé doivent savoir qui est Manara. Voilà, Manara, il dessine. C'est générationnel. Voilà, c'est des BD érotiques. Et là, on voit qu'il dessinait aussi là. Oui, alors là, il n'était pas encore lancé, ou en tout cas là, il a remisé le côté érotique. Il a fait un côté strictement historique, heureusement vu le public. Mais effectivement, il y a d'excellents dessinateurs qui ont participé à cette collection. D'un point de vue historique, c'est de l'histoire chronologique, les événements, les grands personnages. Et ça peut être utilisé, mais j'insiste, on ne peut pas faire un peu comme tu disais, c'est-à-dire balancer la BD dans les pattes des élèves ou des enfants et leur dire voilà, c'est comme ça. Parce que la bande dessinée, un peu comme un film historique, c'est une œuvre artistique, c'est quelque chose qui doit être décrypté, qui doit être analysé. Si maintenant on refaisait une histoire de France, on ne représenterait pas exactement l'histoire comme on l'a fait dans les années 70 avec cette collection. Je l'ai trouvé. J'ai retrouvé l'histoire de France, mais la nouvelle version. Oui, voilà. Alors, ils l'ont ressorti, l'histoire de France en BD. C'est pour les tout petits, ça. C'est pour les plus petits, c'est un public plus petit. Impossible de le trouver pour un public plus grand. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment sorti au rayon enfant. Voilà, là, c'est vraiment très simplifié. Je crois qu'il y a la collection L'Histoire pour les nuls, qui est en train de sortir on va pas faire de publicité, mais enfin... Non, vous avez le droit, Histoire pour les nuls. Sortir une histoire de France, une nouvelle histoire de France en bande dessinée. Mais j'aimerais bien revenir là-dessus, moi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le lire, ça fait pas de mal, mais il faut automatiquement qu'un prof derrière dise si tu as lu ça, compléter ce qu'il y a. En fait, ça veut dire que c'est pas complet une BD. C'est-à-dire que dans un cours, non, pas forcément. La BD n'est pas complète en elle-même. C'est-à-dire que le dessinateur, comme un auteur, fait des choix de représenter certaines choses et de les représenter d'une certaine façon. Donc, on peut utiliser la BD comme une accroche, c'est-à-dire dire aux élèves vous pouvez lire ça, ce livre existe. Si vous vous intéressez à l'Antiquité, lisez ce livre. Si vous vous intéressez au Moyen Âge ou à je ne sais quoi ou à Louis XIV, vous pouvez aller vous reporter sur telle BD. Mais ce n'est pas l'histoire. Enfin, c'est une manière de voir l'histoire, mais on ne peut pas leur dire, voilà, ça se substitue à un cours d'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est trop simple ? Non. Admettons, je vais prendre encore un autre exemple. Là, je vois, il y a Alix, sénateur. On a tous lu Alix quand on était jeunes. Oula, il a vieilli. Justement, il a vieilli. Maintenant, il est sénateur, figurez-vous, Alix. Avant, il combattait. Maintenant, il est avec sa toge. Est-ce que ça... C'est quoi les qualités de... Parce que je sais que des professeurs se réfèrent de temps en temps à des BD comme ça, sur la Rome antique notamment. Effectivement, il y a beaucoup de BD qui sont maintenant utilisées. On les retrouve d'ailleurs comme la planche qu'on a vue dans le manuel de terminale, mais plutôt dans le manuel de 6e, ça correspond au programme, où ça sert d'illustration. C'est-à-dire qu'il y a une reconstitution, je ne sais pas moi, du Forum romain, du Parthénon, dans lequel on vous montre ça. Après, on peut aussi analyser la bande dessinée pour une planche, habituellement. On analyse très rarement tout un ouvrage. Mais on peut analyser une planche. Alors il y a plusieurs possibilités, soit pour analyser certains aspects de la vie antique qui sont bien rendus par l'auteur sur cette partie-là, soit pour analyser comment est-ce qu'on représente l'Antiquité et est-ce que c'était vraiment comme ça. Donc on peut faire un travail critique. Parce que l'auteur a sa liberté, le dessinateur a sa liberté de choix, il représente l'Antiquité comme il en a envie lui, il ne fait pas un travail à proprement parler d'historien, mais plutôt de... Comme un film, une fois de plus, un peu comme un film, voilà. C'est plus le dessin qui vous intéresse que les bulles, alors si j'ai bien compris. À moins que les bulles soient de très très grande qualité, mais les bulles racontent une histoire, une histoire romancée souvent, qui n'est pas forcément l'histoire.
Alors ma question, moi, est par rapport au collège, parce que j'ai vu que c'était le collège qui utilisait vraiment la BD dernièrement en support. En littérature, donc, ils vont utiliser le Horla de Maupassant par Bertolini, qui est sorti cette année. Ouais. Voilà, qui est sorti cette année. Il est au programme. Pourquoi avoir choisi à votre avis, un support BD plutôt que le livre de Maupassant? Est-ce que les jeunes décrochent un petit peu de la lecture et ont besoin de se raccrocher à ce qui est leur quotidien pour pouvoir revenir à un auteur comme Maupassant? C'est un peu le débat. Alors là, il faudrait voir, là aussi, ce seraient des professeurs de français qui seraient plus à même. Mais enfin, le problème, c'est ça. Enfin, l'avantage de la BD, c'est que l'accroche est plus facile. C'est-à-dire, on a l'image, le texte est plus simple. Donc c'est vrai qu'on peut accrocher quelqu'un. Alors il y a un débat là-dessus de savoir si est-ce qu'il faut choisir un peu la solution comme ça d'une accroche simple de facilité qui va amener l'élève vers l'œuvre littéraire ou vers une période historique pour ma partie, ou au contraire est-ce qu'il faut directement le confronter au livre en disant le livre il faut rentrer dedans et puis la réponse, le débat n'est pas mais revenons justement sur le dessin en histoire justement. Il y a des personnages historiques comme Christophe Colomb, comme Vercingétorix, on ne sait pas à quoi ils ressemblaient. On ne sait pas. Il n'y a aucun portrait. Quand on les représente dans les BD, alors c'est automatiquement mentir finalement. Pas forcément. Alors soit on peut se référer à des portraits supposés. Par exemple, pour Vercingétorix, le seul portrait qu'on a, c'est un portrait idéalisé sur une pièce de monnaie qui le représente. Bon, on n'est pas du tout sûr qu'il était comme ça. Mais par contre, on est à peu près sûr que l'image traditionnelle qu'on en fait, c'est-à-dire Astérix, le casque avec les ailettes, la moustache, il était probablement pas comme ça. Oui, mais justement, est-ce qu'une BD, justement, ça participe à un mensonge historique finalement alors? Non, en fait, on doit plutôt la considérer comme une fiction, c'est-à-dire comme un roman. C'est-à-dire, c'est pas forcément un mensonge, c'est une vision d'artiste. Donc l'artiste, lui, ou d'un auteur. Donc l'artiste en fait ce qu'il veut de l'histoire. Après, c'est toute la difficulté d'utiliser la BD dans un cadre scolaire. C'est nous, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je te disais qu'on ne peut pas présenter la BD d'emblée, comme ça, brute, en disant il faut analyser ce document pour voir qu'est-ce qui est utilisable et qu'est-ce qui n'est pas utilisable. Ce qui réclame d'ailleurs un gros travail. Si on veut faire un travail là-dessus. Alors justement, est-ce qu'il y a des profs qui utilisent quand même de la BD? Je pense notamment à ça. Ça, c'est un Putain de guerre de Tardi. Ça, pour le coup, on passe dans un autre niveau, non? Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des vérités historiques, que les dessins sont suffisamment expressifs. Et les textes, j'ai l'impression que ça, pour le coup, je suis sûr que des profs l'utilisent, ça. Énormément, oui. Alors, j'ai des collègues qui m'en ont parlé, justement, et qui l'utilisent beaucoup. Les planches de Tardi figurent dans les manuels scolaires, très souvent, un peu comme celui qu'on a montré là, mais pour le programme adapté, donc pour les premières ou les troisièmes. Et ça, c'est très utilisé aussi. Alors là aussi, on peut travailler sur la représentation graphique et ce qu'il a voulu montrer de la Première Guerre mondiale, puisque Tardi a toujours revendiqué un discours très antimilitariste, très pacifiste. Toute son œuvre est fondée là-dessus. Donc là aussi, on l'utilise pour montrer à la fois... C'est un angle, finalement. Voilà, c'est un angle d'attaque. On peut l'utiliser pour voir quelle vision il a donnée de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça correspond, en le confrontant à d'autres documents historiques, je sais pas moi, un témoignage de soldats qui subit un assaut, les horreurs de la guerre, et ensuite voir comment est-ce que Tardi a voulu rendre, quel aspect de la guerre il a voulu rendre. Même éventuellement, on peut confronter différentes BD, c'est-à-dire des BD qui représentent la guerre de façon plus héroïque, plus propre, plus... Enfin, voilà, Putain de guerre comme ça, ou la guerre des tranchées, qui est un truc... Quelle que soit finalement la qualité, parce que la Tardi, je le conseille à tout le monde, c'est extraordinaire. Bien sûr, ça, c'est extraordinaire. Ça. Tardi, et vous en avez aussi un, j'en ai sélectionné un de la pile, que j'aime beaucoup, Maus, de Art Spiegelman. Oui, déjà, j'adore ce que fait Art Spiegelman, je trouve que c'est un artiste vraiment complet. Et je sais que personnellement, j'en avais à souper de la Seconde Guerre mondiale, entre les bouquins, les films, enfin, vraiment, plus possible. Quand j'ai découvert donc Maus de Art Spiegelman, je me suis réconciliée avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et j'ai vraiment eu envie, moi, personnellement, d'aller jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'en fin de compte, ça ne pourrait pas aussi aider des personnes qui n'en peuvent plus d'un certain sujet à le redécouvrir autrement? Alors oui. Oui, ça ressemble vraiment plus à du témoignage qu'autre chose quand on lit Maus. Oui, alors Maus, c'est un des monuments de l'histoire de la BD, Maus. Alors lui aussi, il est à peu près, vu du point de vue des manuels scolaires et de l'utilisation de l'histoire, il a à peu près le même statut que Tardi, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser très largement, qui est tout à fait assumé, donc qui reconstitue l'histoire de l'Holocauste avec des souris et des rats, des souris et des chats, pardon. Ouais. Et là aussi, on peut travailler là-dessus, sur la représentation, sur qu'est-ce qu'il a voulu dire, et en le confrontant. Et effectivement, comme un peu pour les films, on en revient toujours là, ça sert d'accroche, c'est-à-dire on peut réintéresser quelqu'un en disant c'est pas seulement des images en noir et blanc. Mais ça réintéresse vraiment plus la BD qu'un livre. Est-ce que c'est plus facile à un enfant de lui dire tiens, lis ça, ça va
t'y accrocher plutôt qu'un manuel ou plutôt qu'un livre? Là, là, c'est difficile à dire, ça dépend un peu des gens. Enfin, nous, c'est vrai qu'on part de préjugés ou on part de principes comme quoi une accroche BD est plus ludique et plus amusante. Simplement, au bout d'un certain temps, pour nous, professeurs, on ne peut pas se tenir simplement à l'accroche ludique et amusante. Et à un moment donné, il faut rentrer vraiment dans un travail. Mais ça accroche quand même. Mais l'accroche, la vertu de la BD, c'est d'accrocher. Ou alors, quand effectivement, même. après, on laisse, si vous voulez, on donne une piste et puis charge à l'élève redevenu un enfant tranquille hors du lycée, d'aller acheter la BD, d'aller la lire, d'aller dans une bibliothèque. Les CDI, donc les centres de documentation des différents des établissements, ont des rayons BD. Parce qu'il y a une vraie explosion de la BD aussi. Parce qu'il y a des bonnes BD. Voilà, tout ça, là, tout ce dont on parle, on va aller un petit peu BD. sur l'histoire corse notamment, puisque vous nous avez amené plein de... J'ai trouvé ça hier et j'ai trouvé ça vraiment... Ça, histoire corse au pluriel. Au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires corses, bien sûr. Plusieurs tomes, en plus, qui suivent. Et on passe du noir et blanc à la couleur, on revient un petit peu avec différents auteurs, différents dessinateurs, là... Oui, là aussi, c'était le concept de ce livre, de faire des espèces de petites nouvelles par époque. Sur différentes histoires. C'est comme découvrir l'univers à chaque fois d'un artiste aussi. Voilà. C'est comme avoir un bouquin d'histoire de l'art. Là, c'est un bouquin d'histoire de Corse. On a Sampiero Corse, qui est magnifique d'ailleurs. C'est Berto Chini encore qui est au scénario, Eric Ruxtul. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est bien aussi, pareil, accroche. D'un point de vue historique, c'est plus compliqué parce que là, c'est quelque chose d'assez romancé. Alors, il y a Sampiero, il y a les Giovanal, il y a beaucoup d'épisodes connus de l'histoire de la Corse. Bon, mais après, ce sont des petites nouvelles d'artistes. Donc là, c'est plutôt une vision artistique ou romancée. Et si on a un enfant, parce que le problème des parents est quand même de souvent dire « mon enfant ne lit rien », et pourtant l'enfant, par exemple, est un grand lecteur de bande dessinée. Dire qu'un enfant est lecteur, peu importe le moyen de lire, peut-être ne vaut-il mieux pas laisser un enfant lire de la BD que rien du tout. Ah oui, la BD, c'est aussi de la lecture. Alors, on a dit qu'il y a Serbo Mouse, par exemple, ou Tardy, les textes même, c'est ce qu'on disait, sont quelque chose de soigné. C'est-à-dire, quand on a de la BD, quand on a une BD en main, on lit. Alors, Mouse et Tardy, on ne le lit pas en un quart d'heure. De toute façon, c'est pas une demi-heure pour lire Mouse et Tardy déjà. Voilà, il faut prendre le temps. Même l'histoire de France en bande dessinée, comme on montrait tout à l'heure, c'est quelque chose de très dense. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très... Les bulles, souvent, sont des... ce que disent les personnages sont des citations, souvent, donc il y a un travail scientifique qui est derrière. D'ailleurs, souvent, les dessinateurs de bande dessinée, quand ils se lancent dans la bande dessinée historique, ils prennent un soin très méticuleux à dire que vraiment, quand ils revendiquent une bande dessinée historique, parce qu'après il y a de l'heroic fantasy, il y a d'autres choses, mais ils revendiquent vraiment, comme dans les films, l'idée qu'ils ont reconstituée très précisément. On parlait d'Alix tout à l'heure avec donc la reconstitution de l'Antiquité gréco-romaine, le dessinateur d'Alix a toujours pris un soin très très méticuleux à essayer de reconstituer, selon lui, c'est sa vision toujours, mais il a toujours assumé que lui, il faisait très très attention à reconstituer. Parce qu'il faut aussi, en tant qu'historien, vous le savez, sur la période finalement antique et grecque, on ne connaît pas grand-chose. Globalement, on connaît beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Donc finalement... on imagine plus qu'autre chose. Alors ça dépend des fois. Il y a des périodes qui sont encore plus sombres, dans lesquelles on manque d'autant plus, où là, l'imagination peut partir de tous les côtés. Encore en Antiquité, on s'en sort pas trop mal. On peut avoir... Merci les archéologues. Vous parliez de dessinateur, figurez-vous qu'on en a un sur le plateau qui va arriver, qui va nous apprendre même à faire de la bande dessinée. Il arrive tout de suite, c'est l'astuce du jour. Yann, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Je vous présente... J'ai encore besoin de vous présenter Philippe et Olympe. Prenez place, on vous a pris de la feuille, figurez-vous. C'est bien ça. Parce que vous êtes dessinateur, vous êtes illustrateur même. Illustrateur, dessinateur, oui. Et vous faites aussi des BD, on les verra en fin d'émission, peut-être notamment celle-là, encore qu'on peut la montrer de suite. Pas de bête, et puis alors là, j'aimerais bien, la chacora au pêche, là c'est pas mal, ça c'est sur toutes les expressions corses. C'est des expressions corses, c'est une sélection d'expressions corses illustrées. Montrons-le bien. Sur Olympe, le thème animalier. Mais on parlait... Hop. Ce que vous voulez, montrez les deux. On disait justement les traits. Alors, vous allez, à partir de demain, je crois, donner des cours de BD aux enfants. Au Collège des Padules. Au Collège des Padules, à Ajaccio, donc. Pour les 3e. Parce que, en fait, on ne s'improvise pas dessinateur de BD. Ça obéit à des règles, le 9e art. Ça obéit à des règles, mais qu'on peut apprendre au fur et à mesure. Après, c'est comme tous les arts, c'est en faisant qu'on développe quelque chose. Et la bande dessinée, forcément, répond à des codes, parce que c'est un art à part entière. Alors, il est cité comme tel depuis 1964 seulement, mais c'est un art qui a tout de suite intégré des codes spécifiques dès sa création. Des choses qui n'existent dans aucune autre forme d'art.
Donc il y a des choses qui sont importantes, l'ellipse entre les cases, fameuse. D'ailleurs, ce qu'on dit toujours, ce qui remplacera, c'est pour ça qu'un dessin animé est toujours moins bien qu'une BD, parce que dans la BD, il y a toujours cette petite ellipse là qui laisse place à l'imagination, qu'il n'y a pas dans le dessin animé. Et l'imagination est quelque chose de vraiment spécifique, puisque du coup, c'est le cerveau du lecteur qui crée l'image intermédiaire, en fin de compte, qui n'est pas dessinée. Ça s'apprend. Souvent, on dit, je te rejoins, on dit, ça enlève de l'imagination par rapport à un roman, parce que dans un roman, tout est expliqué. Là, on a des images, machin, il y a déjà un support d'image. Et non, en fait, l'image, comme une description dans un roman, une image fonctionne de la même façon. Sauf qu'elle a un rapport avec le texte, elle n'est complète que si le texte va avec, et vice-versa. Et là, l'effort d'imagination se joue entre les cases, dans l'invisible. Dans les règles, et juste avant vous avez amené un bouquin, mais qu'est-ce qui est... C'est comme quand on fait une école de journalisme, quand on pose sa voix, on apprend à ne pas raconter l'image qu'on est en train de voir. J'imagine qu'en BD, c'est pareil. Ce qu'on dessine, il faut que la bulle ne dise pas ce qu'il y a dans le dessin. Hein. C'est très difficile, ça aussi. Hein. Il faut que on n'explique pas ce qu'on voit, en fait. Non, il ne faut pas paraphraser. Voilà. Tout doit être complémentaire, en fin de compte, et aider à la fluidité de la lecture de l'ouvrage. Et donc il y a des bibles, il y a celle-ci. Il y a des bibles, ça c'est une bible, tout est expliqué là-dedans. C'est un auteur américain qui a fait ça dans les années 90. L'art invisible. L'art invisible, et qui explique justement tous ces codes spécifiques à la bande dessinée et qu'on retrouve dans aucun autre art, dans aucune autre forme d'art. Et comme c'est quelque chose des années 90, il a un peu mis à jour son... On ne le retrouve plus. Je crois qu'il est en rupture, voilà. Ce livre. Donc soit vous êtes comme moi, vous avez de la chance, vous avez un Yann à portée de main, soit vous débrouillez. Ça, vous n'avez pas de chance. Non, mais il y a peut-être celui-ci. Il y a peut-être celui-ci qui celui-ci qui réactualise un peu la chose, sauf qu'il ne réexplique pas la même chose. Du coup, ça parle plus du potentiel à venir de la bande dessinée par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à tout ça. D'accord. Alors, vous êtes venu avec un crayon, un dessin. Et qu'est-ce que vous allez nous faire? Ce que vous voulez. Je ne sais pas trop. Non, mais bon, je ne sais pas. Moi, on a finalement là, c'est complètement impro. C'est vrai qu'on n'a pas donc rien préparé. Expliquez-nous un petit peu si puisque là on est une émission éminemment pratique. Si on veut s'y mettre là en regardant INSEE, mais on commence par quoi pour faire une BD? On peut très bien commencer. On commence par le texte. On commence par quoi? On commence par l'univers dans lequel on veut que notre histoire se passe. Souvent, ou par un personnage. On peut partir d'un personnage, mais ce personnage doit avoir un passé, une vie. Il doit avoir du relief, si vous voulez. C'est comme dans tout type d'art qui raconte des histoires, en fin de compte. Il doit avoir plus ou moins de relief. On peut dire, si on fait, je ne sais pas moi, un personnage avec une cicatrice, par exemple, cette cicatrice va avoir une histoire. Ce sera un peu le mystère qu'on peut retrouver dans... Albator. Qu'on peut retrouver dans Albator, qu'on peut retrouver dans... Il l'a pas là, Albator. Hein. Albator, si j'ai bonne mémoire, il l'a plutôt dans la bouche. Qu'on peut retrouver dans 13, par exemple. Voilà, il a ce fameux tatouage. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça donne du relief au personnage et ça lui donne... Donc d'abord, on se concentre quand même sur le dessin, alors Yann. On part quand même sur un art graphique, donc du coup c'est quand même la partie importante de la chose. L'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire qu'on a dans la tête, là, vous voulez nous raconter une histoire, on apprend déjà à la dessiner. D'abord on dessine et ensuite on remplit les petites bulles. Alors, ou non. C'est un travail qui se fait à deux, souvent, en grande majorité, puisqu'on voit par exemple des scénaristes comme Frédéric Bertocchine, qui est prolifique, qui sort énormément de choses. Lui écrit l'histoire et propose un découpage à son dessinateur. Et son dessinateur va chercher à interpréter tel ou tel personnage, en faisant plus ou moins de recherches historiques, justement, sur... l'espace, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas les bulles, et après c'est le dessinateur qui choisit les bulles. Il écrit le texte aussi. L'écriture du scénario est générale. Ça veut dire qu'un scénariste peut très bien proposer un angle de vue, par exemple, comme au cinéma. C'est-à-dire contre-plongée, je ne sais pas, vue d'ensemble de la citadelle de Corté, vue d'ensemble de la citadelle de Corté, Toux, avec... pendant ce temps, à Corté. Oui. On peut très bien faire un truc comme ça. Mais là, vous avez dessiné trois cases. Combien il faut de cases dans une page de BD? Ça aussi, c'est une règle, j'imagine. Pas vraiment, ça dépend toujours du format d'impression. Et puis, il y a quand même un minimum parce qu'il ne faut pas
Il faut que la lecture soit fluide, il faut qu'on puisse, que l'œil ne soit pas agressé par trop d'informations, il faut qu'on ait envie. Des auteurs, ceci dit, parce que je me souviens, moi, une époque, hein, j'étais amateur de BD, et je comptais, admettons, je crois que dans les tuniques bleues, c'était toujours 9 pratiquement. Un coup, c'était 7, un coup, c'était 10, mais c'est toujours une moyenne de 9. Parce qu'il y a des écoles. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles, il y a l'école belge, effectivement. Souvent, les découpages, on retrouve des découpages identiques dans un Tintin qui a posé des codes, ou dans un Astérix, ou dans des découpages assez simples. Et tout. Quand on va vers le comics, là, les découpages contemporains, on dira, partent dans tous les sens, les personnages sortent des cases. Quand on prend un artiste comme Crumb, on peut se retrouver parfois avec plus d'une quinzaine d'images sur une seule page, avec justement parfois des personnages qu'on voit sauter d'une image à l'autre, donc qui remplissent en fin de compte cette ellipse. Crumb, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais avant de venir justement sur une BD qui n'est pas facile, on va peut-être la montrer déjà. C'est celle-là peut-être. Alors, vous êtes venu avec parce qu'elle vous tenait à cœur celle-là. J'ai trouvé ça hier. Et après, je vais vous laisser décider pendant que je vais poser des questions. J'ai trouvé ça hier à la librairie et ça montre parfaitement tout ce qu'on peut faire avec une bande dessinée. C'est-à-dire que l'auteur s'est posé des questions sur la façon de lire une bande dessinée. Alors, je vous montre un peu comment ça se passe. Il a inventé un code de lecture qui fait qu'il faut suivre des petits traits qui vont de case en case et qui sortent complètement du modèle. Complètement. Du modèle de lecture. Les pages ne se tournent pas. C'est comme dans un livre dont vous êtes le héros quand on était petit, vous vous souvenez, où on choisissait d'aller à la page au numéro 47 ou 152. Et là, c'est pareil. Je crois que si on choisit chocolat ou vanille. Ou chocolat, si on choisit chocolat, on arrive sur des onglets. Alors, ça rappelle un peu le système Internet. Je pense que cette BD a été d'abord faite pour l'Internet. Et on suit ces lignes-là qui rentrent dans des cases et qui en ressortent. Et on les suit. Et du coup, selon les choix qu'on prend, l'histoire est complètement différente. Il y a combien de possibilités d'ailleurs? C'est écrit dessus. Combien de fois est-ce qu'on peut lire ce livre? 3856 histoires différentes. 3856. Façon d'appréhender cette histoire avec des solutions ou des fins différentes. Moi, je l'ai déjà lu 5 fois depuis hier. Et 5 fois, j'ai vu des trucs nouveaux. Donc, vous en reste encore 3000 et quelques. Vous pouvez encore le lire au moins. Encore un petit paquet. Pendant que vous dessinez, peut-être pour nous expliquer un petit peu l'art de la BD, peut-être quelques codes, on va revenir un petit peu avec Philippe, et notamment il parlait de Bertocchini, qui fait beaucoup, qui est scénariste sur beaucoup de BD, et notamment des BD insulaires. Là, la Genèse de Paoli, tome 1, vous, en tant que professeur d'histoire, vous en pensez quoi de ça? Puisqu'on a vu que d'abord, il y a un travail préparatoire à l'écrit, et ensuite, on le donne tel quel au dessinateur qui après se débrouille. Alors, le dessinateur, là aussi, il a fait un gros travail de reconstitution. Il a beaucoup travaillé les costumes, les lieux, pour essayer de les remettre vraiment tels qu'ils étaient du temps de Paoli. Et c'est bien, là aussi, on en revient toujours au même système, plutôt que de lire... en plus, il n'y a pas vraiment actuellement de biographie accessible, par exemple, pour un public d'adolescents ou de gens même qui ne sont pas forcément des enfants, mais il n'y a pas de biographie de Paoli facilement accessible. Ce sont des ouvrages universitaires déjà assez pointus. Donc ça, c'est une bonne accroche, si vous voulez vous faire une idée de quelle a été la vie de Pascal Paoli. C'est une bonne accroche. On en a d'autres aussi sur le bagne pour enfants aussi qui avait du côté de Castellucci aussi. Le bagne pour enfants de Castellucci. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? Pareil, c'est toujours bien. Parce que j'ai l'impression même, pour tout vous dire, Philippe, qu'il y avait des histoires qu'on avait complètement oubliées, le bagne de la honte par exemple, et c'est grâce à la BD. Quoique j'avais lu un autre ouvrage là-dessus qui était sorti un peu anonymement. Mais c'est grâce à la BD que ça vient comme ça à la lumière aussi, peut-être, non? C'est un peu, oui, c'est un peu le même système pour Paoli. C'est-à-dire il faut bien voir que Pascal Paoli, il n'est pas forcément connu de tous. On en connaît un petit peu, des bribes, on connaît le nom, 2 ou 3 choses qui viennent en tête. Mais la grande BD sur Pascal Paoli, comme la BD sur le bagne de la honte. Alors le bagne de la honte, c'est plus un travail à la fois historique et militant, c'est-à-dire faire ressortir et refaire connaître un événement que l'auteur a jugé, qui est d'ailleurs l'existence d'un bagne pour enfants que la mémoire a pu uniquement oublié, qui était à Castellucci, effectivement. Et qui est en tout cas, les enfants de 10 ans qui ont commencé à le lire, j'ai fait un petit tour autour de moi, ont été très marqués par cette histoire. Très marqué. Vraiment, même les dessins, pour eux, ils ont dit ce sont des dessins très photographiques. Oui, il y a un âge où c'est peut-être le dessin qui marque plus que le texte. Le dessin marque beaucoup, oui. C'est tout l'intérêt de la bande dessinée. Et Paoli, c'est pareil, ça permet vraiment de mettre à la disposition, de faire connaître au plus grand nombre, par un support facile comme la bande dessinée, mais ici quand même qui revendique un certain sérieux, quoi. C'est pas là pour le coup, c'est pas une fiction, ça ne se veut pas une fiction sur
sur la vie de Paoli. C'est la vie de Paoli reconstituée, un peu comme l'histoire de France. Ce serait un peu un bout d'histoire de Corse en bande dessinée, qui avait été faite il y a très longtemps par Tony Casalon. On a aussi une autre BD, c'est Libéramé, je crois. Vous ne l'avez pas encore lu, je sais, Philippe, mais on voit qu'avec la BD, on peut s'attaquer aussi aux problèmes contemporains, finalement. Oui, oui. Donc, ça fait là aussi, ça permet d'aborder peut-être en plus de façon moins frontale, moins agressive, un problème contemporain, parce que Libéramé, c'est sur la lutte clandestine. Que ce soit en Irlande, que ce soit en Irlande, voilà, les comparaisons entre le FLNC et l'Irlande. Donc voilà, c'est un problème qui souvent n'est pas forcément abordé par des livres ou est abordé de façon polémique, alors que là, avec la BD, ça fait une approche plus souple. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous vouliez dire quelque chose peut-être? Non, j'allais juste dire justement, on peut voir aussi l'évolution dans l'évolution d'une BD, justement, l'histoire qui s'inscrit dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé Bico et Suzy. C'est des BD qui étaient de mes grands-parents, donc qui datent des années 20, qui se poursuit jusqu'en 35 ou 34, je ne sais plus. On voit dans la lecture, tout d'un coup, la crise de 29. Oui, qui apparaît. Parce que les dessins, pas la façon de dessiner, mais les histoires s'adaptent à la crise de 29. Et c'est quand même, je sais pas, je trouve ça assez intéressant quand même de voir qu'il y a un reflet de ce qui se passe autour. Tout n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours édulcoré. Voilà. On en revient toujours à la double nature de ce qui est de la BD, c'est-à-dire que c'est à la fois, enfin pour nous, pour l'histoire, c'est à la fois un moyen de faire connaître l'histoire et en soi un document historique. C'est pareil avec, si on remonte à ces époques-là, avec Bécassine, l'héroïne du début du siècle. Bécassine, au début, bon, c'est un personnage rigolo, et puis au final, Bécassine fait la guerre, enfin Bécassine est marraine de soldats. Donc par exemple, on peut comparer Bécassine et un album de Bécassine qui est une guerre très idéalisée, et Tardy, qui lui montre la réalité de la guerre. Donc on peut faire un travail historique sur les BD. On revient avec vous. Yann, on va finir avec vous d'ailleurs. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc Yann a INSEE, mais j'ai les mains moites. J'ai les mains moites. C'est de l'auto... C'est de l'autoportrait. D'accord. Et tout le monde... Et tout de suite, notre astuce du jour, donc Olympe ici représenté. C'est à moi. Et Yann dans les loges qui se dit « Merde, c'est à moi. En plus, j'ai les mains qui tremblent et tout ça. Comment je vais faire pour faire des dessins droits ?» C'est vachement bien. Mais donc, vous faites une case par une case? Oui, là. Alors, parce que là, par exemple, on se place dans deux endroits différents. Vous avez ce personnage qui est derrière les coulisses, Olympe qui est en plateau et l'autre personne qui est derrière les coulisses. On ne peut pas les représenter en même temps, à moins qu'on fasse un plan d'ensemble, par exemple. Mais après, c'est des choix toujours... Comme nos caméras, on a plusieurs caméras. Comme nos caméras, voilà. C'est toujours des choix, voilà. Donc après, on peut dire, pour l'entrée, voilà, un plan Vous allez d'ensemble. continuer votre petite BD, quand vous nous signerez, vous nous la laisserez pour une scène, parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être très très bien. Philippe, merci infiniment, rendez-vous la prochaine fois. Yann, on rappelle vos livres, hein, peut-être, rapidement, donnez-les-moi vite Olympe, comme ça je les montre. Voilà. Je les montre oui, et pour puis il y a finir. ça. Voilà, absolument. et un atelier aussi tous les mercredis et de 10h à midi et de 14h à 16h au bistrot du cours. Au bistrot du cours, et il y avait aussi l'art de la bande dessinée, on n'aura pas eu le temps de le voir. Une prochaine fois, magnifique. allez, à tout de suite.